à notre sujet, qui est celui donc, de la course à l'adaptation. Et en ce qui concerne les arbres, et par rapport à ce qu'a annoncé tout à l'heure Erwin, on se pose bien sûr des questions. Voilà les espèces qui ont des très longues durées de génération, et on se pose naturellement, a priori, la question, mais est-ce que c'est un handicap? Est-ce que tout de même, ces espèces peuvent évoluer malgré cette longue durée de génération? Donc, y a-t-il effectivement évolution biologique chez ces espèces? À l'échelle contemporaine, je dis à l'échelle contemporaine, parce que c'est celle qui nous concerne dans les questions actuelles. Donc, c'est dans cette échelle de temps que je pose cette question-là. Et donc, inhérente à cette question, il y a la suivante, mais s'il y a évolution, mais à quelle vitesse ça va? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est rapide? Et en corollaire, s'il y a évolution et si on connaît la vitesse, mais où on va? Dans quelle direction? Quel phénotype ou quel type d'arbre sera sélectionné par l'évolution? Donc, c'est un peu ces trois questions qui vont animer mon débat et d'autres qui viendront par la suite et que je vais essayer de décortiquer dans ma présentation qui suit. Je dois dire que nous avons eu un certain nombre de résultats expérimentaux qui nous permettent aujourd'hui de répondre à toutes ces questions. Et c'est celles que je vais évoquer donc par la suite. Et avant de parler de la suite donc, et de ces mécanismes et de cette vitesse et du sens de l'évolution, je vais faire un petit rappel sur ce qu'on connaît. Alors, sans remonter à la naissance des espèces, qu'est-ce qu'on connaît à des échelles de temps auxquelles, depuis que ces espèces existent, et notamment à des échelles les plus récentes. On peut représenter un peu les trajectoires historiques et évolutives par ce schéma-là. Donc, en mettant une échelle de temps en un axe des X, et une échelle spatiale en axe des Y. Considérer que toutes les espèces européennes, finalement, sont issues de, j'ai bien à cette échelle de temps, disons, depuis le petit âge glaciaire, de populations refuges qui étaient généralement situées dans le sud de l'Europe, et qu'avec le réchauffement post-glaciaire, elles ont migré vers le nord, et donc, il y avait eu une migration. Okay. Et puis, il y a des espèces, bien sûr, des populations qui sont restées sur place. Alors, celles qui sont restées sur place, forcément, puisque le climat changeait, ont dû s'adapter. Sinon, elles auraient disparu. Et puis, il y a eu quelques cas, dans quelques cas, bien sûr, il y a eu également des extinctions. Ça, c'est un peu le scénario général que l'on a maintenant assez bien décortiqué. Et on a des échelles de temps qui sont rappelées ici. Terme d'années, tout ça s'est fait depuis, disons, au cours des 10 000 dernières années. Et puis, finalement, les espèces telles qu'on les connaît aujourd'hui réparties en Europe sont là depuis à peu près plus de 6 000 ans. Donc, on a des échelles de temps autour de cela. Mais déjà, à ce stade-là, on peut se poser la question, comment ça s'est fait? Alors, si je replace ici la position des chaînes telles qu'elles étaient discernables à la fin de l'âge glaciaire, donc il y a à peu près 12 000, 13 000 ans, c'est les verts, là, c'est identifié à partir de restes polyniques. Voilà la situation qu'il y avait à l'époque, donc la position, la localisation des chaînes, et voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on peut déjà se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, est-ce qu'il y a eu translation? Par exemple, si j'avais fait à l'époque une modélisation de niche, les gens qui font de la modélisation de niche, il y a 15 000 ans, hein, nos premiers Homo sapiens avaient fait de la modélisation de niche. Ils auraient dit que le climat équivalent il y a 15 000 ans, aujourd'hui, serait ici, quelque part en Scandinavie. Et sans doute, on aurait conclu qu'il y aurait un shift, une translation de, finalement, la répartition des espèces. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les espèces qui étaient au sud, ou les populations qui étaient au sud, sont restées au sud. Et vous avez eu, non pas translation, mais vous avez eu expansion. Alors certes, dans le sud, elles sont souvent à plus haute altitude. Dans tous les cas, souvent, elles sont toujours présentes au sud. Donc ceci déjà démontre, si elles sont restées au sud, et s'il y a eu moins d'extinction, c'est qu'il y a eu adaptation au sud.
Cela dit, on ne sait pas à quelle vitesse. On sait qu'elles se sont adaptées au sud, mais on ne sait pas à quelle vitesse, et c'est ce que je m'évertue de montrer dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que finalement, toute cette expansion s'est accompagnée d'une différenciation génétique. Quand aujourd'hui, je compare toutes les provenances en Europe, par exemple, du chêne Cécile, je montre qu'il y a une corrélation entre une relation entre, par exemple, différents critères phénotypiques, comme la croissance et le climat sévissant aujourd'hui. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il y a eu adaptation. On le sait encore plus si on regarde un trait comme la survie en fonction de la distance de transfert des espèces. Comme on a fait des essais de provenance, on a transféré des populations d'un endroit à un autre, et là, je regarde la survie avec tous ces transferts qui ont été réalisés en Europe dans ces tests de provenance, et on peut montrer finalement que la survie est maximale quand la distance de transfert est minimale. Ça veut dire qu'il y a eu adaptation locale. Les populations qui sont le mieux adaptées à un endroit donné sont celles qui sont originaires de cet endroit. Ça paraît trivial, mais ça démontre qu'il y a eu adaptation locale. Donc, il y a eu adaptation locale. Et une autre, finalement, leçon de cette histoire, c'est que quand on regarde les niveaux de diversité, on a maintien de la diversité aussi. Les populations au nord ont autant de diversité que les populations au sud. Alors là, c'est mesuré pratiquement sur un très grand nombre de gènes, donc c'est une bonne image de la diversité. Il faut savoir qu'en règle générale, quand une espèce migre, la migration s'accompagne en général d'une diminution de la diversité. En comparaison de l'espèce humaine, les populations européennes sont moins polymorphes génétiquement que les populations africaines, parce que forcément, ceux qui migrent ne peuvent être qu'un sous-ensemble des populations sources. Et donc, ça s'accompagne généralement d'une chute de diversité. Dans le cas des chênes, il n'y a pas eu de chute de diversité, il y a eu un maintien des diversités. Une autre chose qu'on a pu montrer aussi, dans ce scénario, que cette trajectoire historique, et c'est le leçon que je viens de tirer, une autre chose qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a eu des échanges entre espèces pendant toute cette migration. Alors, le même schéma que j'ai montré tout à l'heure, vous voulez faire pour une espèce et pour une autre, et à un moment donné, ça s'est rencontré, il y a eu des échanges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les échanges? On ne sait pas trop, mais on sait aujourd'hui, on commence à avoir des éléments sur qu'est-ce qui a été transféré du génome d'une espèce à une autre espèce. Et une grande surprise aussi, c'est que quand on a regardé toutes ces espèces ou les relations entre ces espèces, là, c'est les 4 chênes blancs que l'on connaît en France, donc le chêne pédonculé, le chêne Cécile, le chêne pubescent et le chêne tausin. On vivait généralement sur le paradigme que c'est des espèces qui sont en voie de spéciation, en train de se séparer. Pas du tout. C'est des espèces qui étaient en fait séparées dès le départ, pendant ces derniers millions d'années, et les contacts que l'on voit aujourd'hui, en fait, sont relativement récents, se sont mis en place au début de l'ère du dernier réchauffement glaciaire. Et on verra que ça a une importance dans l'adaptation actuelle des espèces. Alors, voilà, j'ai essayé, toujours en introduction, de résumer un peu ce qu'on sait sur ces trajectoires, purement sur les trajectoires historiques. Et donc, la question qui nous préoccupe, est-ce que, pendant je m'intéresse maintenant plus qu'à l'adaptation, qu'il y a eu changement génétique entre ces populations, à quelle vitesse ça s'est fait, et quels sont les mécanismes derrière qui ont permis ces changements génétiques, cette adaptation. Et cela, je posais la question, ces changements génétiques, à la fois au niveau du génome, généralement au niveau du génome entier, en considérant les séquences sur l'ensemble du génome, et puis également sur le phénome, sur un certain nombre de caractères que l'on pense a priori être corrélés à la valeur adaptative de l'espèce en question. Alors, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser pour répondre à ces questions. La méthode la plus classique et disons la plus traditionnelle est la méthode dite synchronique, c'est-à-dire je compare les populations actuelles, elles existent, les populations modernes, je les compare entre elles et j'essaie d'en déduire des résultats par rapport aux 3 critères que je me suis donnés. Si je compare les populations actuelles, ce que je mesure, c'est des différences entre populations. Okay? La vitesse, je ne sais pas. Je mesure aujourd'hui des différences, c'est ce qu'on fait dans les tests de provenance,
mais je ne sais pas à quelle vitesse ces différences se sont mises en place. Est-ce que ça a pris 10 000 ans ou est-ce qu'il a suffi de 2 générations? C'est la grosse question qu'on peut. Et là, je ne peux pas répondre parce que je n'étudie que des populations actuelles. Les mécanismes en cause, généralement, alors, ce qu'on fait en génétique, on étudie les populations actuelles et on fait des inférences. On fait des inférences selon des modèles théoriques que l'on connaît. On sait qu'on aura tel type de différence, s'il y a eu tel scénario derrière, et donc on tire des inférences, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc ce système-là, il répond d'une certaine manière, mais pas de manière précise aux questions qu'on se pose. Alors l'autre méthode, alors je vais quand même en parler, dans le cas de populations que l'on a échantillées chez le chêne, à la fois sur toute l'Europe, selon un gradient de température, et également dans 2 vallées pyrénéennes, c'est le support, disons, d'une de nos études qui nous a permis de mettre en évidence même un certain nombre de mécanismes. Donc, ça répond à certaines questions, mais pas à toutes. La deuxième méthode, elle est beaucoup plus, ce qu'on appelle la méthode allochronique ou diachronique en éconologie, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on essaie de suivre au cours du temps une même population. Alors, vous comprenez aisément que chez les arbres, ça va être compliqué, parce que, étant donné les longueurs de génération, comment vous voulez suivre une même population sur plusieurs générations? Il faudrait vivre plusieurs siècles pour pouvoir le faire. Donc, nous allons voir, ça a été un peu l'ambition de ce projet, surtout, c'est de creuser ces méthodes-là pour voir est-ce qu'il y a. Et là, on répond aux 3 questions. On répond à la question, il y a changement génétique ou pas? On compare génétiquement une population à un instant T avec une T moins delta T. On peut répondre à la vitesse parce qu'on a une échelle de temps. Et puis, on peut également, en suivant cela, identifier des mécanismes. Et donc, on sait, alors c'est ce qu'on va essayer de faire, donc de suivre les mêmes populations au cours du temps et au cours de changements environnementaux, notamment climatiques documentés. On sait qu'il y a eu des changements. Pour le moment, celui-là est chaud. Ouais, c'est pas celui. Alors, on sait qu'il y a eu donc des changements climatiques depuis la fin du glaciaire, et qui ont été plutôt rapides au début, et après, il y a eu des micro-variations, mais tout de même des changements climatiques qui sont bien documentés. Donc, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme changement au cours de certaines de ces périodes. Donc, on va suivre 2 périodes, tout particulièrement, où ceci a pu être fait. Donc, depuis la fin du petit âge glaciaire jusqu'à l'époque moderne, il faut savoir donc, que le climat européen a été marqué, enfin, je ne vais pas remonter très loin, mais je vais remonter, disons, jusqu'à l'époque médiévale. L'époque médiévale était relativement douce. Puis entre 1450 et 1850, vous avez eu une période très, très froide, hein, qui était ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Hein. Il y a des documents historiques sur ce petit âge glaciaire qui le documentent de manière très détaillée. Dans les vallées pyrénéennes ou alpines, on faisait des prières pour que les glaciers n'envahissent pas les villages. Moi, on était dans une situation vraiment de refroidissement globalement parce que le climat, et il y a des données objectives que le climat était plus froid de l'ordre d'1 degré. Donc là, on est dans des échelles de temps et de variations climatiques qui sont d'un intérêt pour nous, vis-à-vis notamment du futur, de ce qui va se passer. Donc ça, c'est une première période au cours de laquelle on va essayer de voir s'il y a eu des changements génétiques et une adaptation. Et il y a une deuxième période qui carrément va regarder d'une génération à la suivante. Ça correspond à ma carrière de chercheur à l'INRA. J'ai travaillé sur des populations et j'ai l'avantage d'être privilégié d'avoir pu observer, on y arrivera tout à l'heure en détail, une même population d'une génération à la suivante. Et donc, j'ai pu mesurer qu'est-ce qui s'est passé génétiquement entre une population et la suivante. Et ça s'est placé à une période où il y a eu un changement climatique en cours. Et donc, on peut voir exactement ceci. Donc, ça va meubler mes résultats. On va parler de ça, et de la première manip que j'ai évoquée tout à l'heure, donc ce qu'on appelait la manip synchronique. Donc, la manip synchronique, c'est celle qui a consisté à comparer des populations actuelles qui diffèrent par la température où elles sont situées, à la fois sur le gradient latitudinal en Europe
et altitudinale. Le travail qui a été réalisé par un postdoc qui s'appelle Thibault Leroy, des publications sur le sujet. Et donc, je reviens sur ces populations. Donc ça, c'est des populations, disons, européennes, hein, suivant le gradient de latitude, et ça, sur le gradient d'altitude. Là, c'est une analyse génome total. On a fait séquençage du génome total en pool, sur une trentaine, je crois, d'individus par population. Et donc, ça permet de voir déjà les variations qui existent, et on se rend aisément compte que les variations entre les populations qui sont relativement proches spatialement, dans les Pyrénées, dans deux vallées, sont beaucoup plus différenciées génétiquement, génome global, que les populations qui sont tellement beaucoup plus espacées, mais sur un climat qui est beaucoup moins varié. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait cela en analysant le génome entier. On a repéré de l'ordre de 37 millions de SNP polymorphes de l'ensemble du génome. Et à partir de là, donc, on a pu regarder quelle est la variation dans cet échantillon de température en fait, sur l'ensemble de l'aire de distribution. Et donc, on a classé tous ces marqueurs SNP selon deux axes. Ceux qui différenciaient de population, quelles sont les variations de génome qui différencient au maximum les POP et qui les différencient selon un axe de température, selon la température d'origine de la population. Et donc, on s'est particulièrement concentré sur ces milliers de SNP qui se trouvaient dans cette région-là, qui montraient à la fois une forte différence entre POP et les différences qui étaient organisées selon un axe climatique. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, que ces marqueurs qui étaient très fortement, donc qui montraient une très forte différence pour la température entre populations, étaient également ceux qui étaient le plus fortement différenciés entre le sessile et le pédonculé. En même temps que l'on a séquencé toutes les populations de chênes sessiles, on a séquencé également les 4 espèces, sessiles, pédonculés, pubescents et tosins. Et on s'est aperçu que ceux qui étaient donc le plus différenciés à l'intérieur d'une espèce, entre populations, étaient également ceux qui étaient le plus différenciés entre les deux espèces. Et non seulement cela, mais on a essayé d'estimer dans le chêne sessile combien le sessile avait reçu de gènes du pédonculé. Quand on parle de génome d'un chêne, le génome par exemple d'un chêne sessile, il n'est jamais sessile à 100%. Il est sessile à 85 à 90%, et puis il y a de l'ordre de 10-15% qui vient d'ailleurs, d'une des autres espèces, la plupart du temps, résultat de l'histoire et des brassages génétiques qui ont eu lieu. Et on s'aperçoit que finalement, ce qu'une espèce a récupéré d'une autre, ici le sessile à partir du pédonculé, n'est pas du tout anodin. Parce que regardez, donc ici vous avez chiffré ce taux d'introgression, donc c'est la proportion de génome de l'autre espèce introduite chez le chêne sessile, hein, eh ben, elle est beaucoup plus importante dans les populations d'altitude et dans les de haute altitude et de haute latitude. C'est comme si les gènes qui contribuaient finalement à une meilleure adaptation au froid étaient récupérés finalement du chêne pédonculé au chêne sessile. Et on sait que de manière générale, le chêne pédonculé a une distribution beaucoup plus large, va jusqu'à l'Oural et est globalement mieux adapté au froid. Donc là, on a un exemple où finalement, il y a eu échange entre espèces, où le mécanisme d'introgression a permis à une espèce de s'adapter en récupérant des gènes de l'autre espèce. Bon, toute comparaison abusive évoquée par ailleurs, on peut rapprocher cela, vous savez, les échanges chez l'homme entre Homo sapiens et Homo néandertalis. On a tous récupéré 2 à 5% de nos gènes qui viennent de Néandertal, et on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas du tout anodin, c'est des gènes qui nous ont permis également, dans le cas particulier, à Sapiens, de s'adapter au froid. Là, c'est un peu la même situation. Donc là, on a eu des changements évolutifs qui sont perceptibles au niveau du génome entier. On a vu que c'était la trace au niveau du génome entier et que finalement le mécanisme, c'était une introgression adaptative du pédonculé dans le sessile, facilitant l'adaptation au froid. On n'a pas vu
d'autres, on a également regardé vis-à-vis des génomes des 3 autres espèces. On n'a rien perçu là d'échange entre ces 3 autres espèces et le cécile. Donc, voilà pour cet aspect-là. Donc, un mécanisme mis en cause d'adaptation qui est celui, finalement, d'échange entre espèces. Là, donc, on va venir maintenant sur cette approche allochronique où on va suivre une même population au cours du temps pour voir s'il y a eu des variations au cours du temps. Donc, c'est un travail depuis le petit âge glaciaire à l'époque actuelle. Et c'est un travail qui a été fait par, finalement, trois postdocs différents. Et donc, je reviens donc, sur le petit âge glaciaire. Vous avez ici l'évolution des températures pour revenir sur ce point de variation de température. Et vous voyez, donc, ici, on a l'époque en fonction du temps. Ici, c'est le petit âge glaciaire ici, généralement entre 1450 et 1850. Vous voyez que c'est une période beaucoup plus froide. Et puis, le réchauffement qu'on connaît actuellement, en fait, il a débuté dès 1850. On a eu un réchauffement progressif qui, aujourd'hui, est accéléré. Alors, ce n'est pas le lieu, aujourd'hui, de discuter pourquoi il y a eu un petit âge glaciaire. Ceux qui sont intéressés, il y a différentes hypothèses physiques, enfin, de toute nature, qui sont disponibles dans la littérature sur le sujet, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le fait que ce PAG a vraiment eu lieu. Donc, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment les arbres, les chênes ont évolué au cours de cette période. Donc, depuis, finalement, 1600, même 1600 jusqu'à l'époque actuelle. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour témoigner de ces variations de changement de climat, vous avez des documents historiques, mais aujourd'hui également des reconstitutions de température à partir de proxy qui témoignent et finalement de cette variation de température qui a eu lieu au cours des 3 derniers siècles. Et en manière générale, quelques caractéristiques sur le petit âge glaciaire. On sait que c'était à l'époque où donc, la planète était globalement plus froide. C'était surtout une période avec des événements climatiques extrêmes, notamment en termes de froid, mais également en termes de sécheresse. Et généralement des changements de température plus importants en hiver qu'en été. Et à l'intérieur du petit âge glaciaire, il y a même eu 2 périodes encore plus froides, qui sont la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XIXe. Et puis, il y a des effets documentés également sur les arbres. Les gens qui ont étudié la tree line, à part de reste, de macro-reste, ont montré que la tree line, notamment dans le nord de l'Europe, a bougé en fonction de la température durant le petit âge glaciaire et la transition avec l'Anthropocène. Alors, comment étudier dans notre cas? Comment voir s'il y a eu des changements génétiques dans une population de chênes au cours de cette transition temporelle? Donc, on est allé dans les forêts françaises où on peut retrouver encore des populations entières donc, qui remontent à cette époque. Ici, donc, de 340 ans, c'est la forêt de Tronchet, c'est la futée, ceux qui connaissent la futée Colbert. Donc, on est là, Colbert, l'ordonnance de Colbert, c'est 1660. Donc, on a encore des parcelles entières où vous avez des arbres qui sont nés à cette époque. Okay. On a également pris 3 autres cohortes, une cohorte de 170 ans donc, correspondant à une parcelle, pareil, une population entière. Enfin voilà, c'était les 4 populations qu'on appelle dans nos jargons des cohortes d'âges différents qu'on a étudiées. Et donc, on a essayé de voir s'il y a des différences entre ces 4 cohortes. Alors, je précise que pour les vieux arbres, c'est bien des populations. Vous allez trouver des arbres plus vieux qui ont 500, 600 ans de chêne ou 800 ans, mais c'est souvent des arbres individuels qui ont eu souvent un soin particulier et qui ne sont pas adaptés à notre étude. Nous, on veut voir qu'il y a évolution et on veut étudier des populations entières. Et donc, cette manière, on l'a répété dans 3 autres forêts. Le même principe, les mêmes échelles de temps. Okay. Et donc, on a les 4 cohortes, même époque. On a sondé tous ces arbres pour vérifier que ça correspond bien à ces âges-là, avec des carottes de sondage. Et donc, on a étudié les différences génomiques entre le génome entier, encore entre ces 4 cohortes. Mais en plus, on a récolté des glands, donc des descendants dans chacune de ces cohortes, pour les élever dans un test de comparaison. Donc là, pour mettre en évidence des différences phénotypiques qui seraient dues
à la génétique, puisque c'est des cohortes d'âge différents, des populations qui correspondent à des cohortes d'âge différents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi peut-on dire que des arbres qui ont aujourd'hui 340 ans témoignent d'une sélection, d'un événement qui s'est produit il y a 340 ans? C'est l'hypothèse de base. Sinon, je ne peux pas répondre à ma question. Ils ont quand même connu des événements récents aussi. Ceux de 340 ans ont vécu également il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais pourquoi ceux de 340 ans prendraient plus compte de la sélection qui a eu lieu ou des événements qui ont lieu il y a 340 ans? Ben là, il faut s'inspirer, il faut rappeler un peu que ces populations-là ont été menées en futée régulière. Dans une futée régulière, vous avez une densité de semis très élevée. Au stade jeune, vous pouvez avoir jusqu'à 1 million d'hectares. Et à la fin du peuplement, vous n'avez plus que 100, généralement, l'hectare. Mais au bout des 10 premières années, ou 15 premières années, 95% des individus sont éliminés par sélection naturelle, ou généralement, il y a peu d'intervention humaine entre 0 et 10-15 ans dans une régénération naturelle de chêne. Ça veut dire que la sélection, les arbres qui ont survécu, qu'on a aujourd'hui, qui ont 340 ans, eh ben, là, ils ont surtout été soumis à la sélection au tout jeune âge, puisque 95% des individus, finalement, ont fait l'objet. Donc, si j'étudie les populations aujourd'hui, elles vont surtout rendre compte génétiquement de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et pas, évidemment, ce qui a par la suite, ces événements ont contribué aussi, mais en importance, c'est ça qui était crucial. Donc c'est pour ça que cette sélection de corps, d'âges différents, peut répondre à cette question d'évolution entre différentes populations. Alors, là, pareil, on a séquencé 50 individus par corps, par forêt, etc. Et on a essayé de repérer toutes les variations de sites polymorphes et on fait une analyse globale de la variation dans le génome entre ces différentes. Alors vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce que vous détectez, comment vous allez voir qu'il y a eu des changements génétiques au cours du temps? Pour cela, donc, on compare deux populations d'âge différents, deux cohortes d'âge différents, T plus delta T, et ce qu'on mesure, c'est des fréquences alléliques. On regarde si, par exemple, un allèle est présent à 10% ici, il est présent à 15% ici. Okay. Mais changer de 10% à 15% peut être dû à toutes sortes de raisons. Ça peut être purement stochastique, ça peut être purement aléatoire, et donc vous n'allez pas mettre, dans certains sens, ça va varier de 10 à 15%, dans d'autres de 10 à 5%. Donc, on ne peut pas répondre à une question, est-ce qu'il y a eu un effet systématique qui a fait évoluer ces populations? Mais par contre, si maintenant je regarde les changements de cette époque à cette époque-là, donc je mesure un certain nombre de changements là, mais je mesure également les changements à l'époque suivante, et si ces changements sont de même nature, alors là, vous excluez tout phénomène aléatoire. Ça peut être que systématique. Pour que des changements que vous observez entre cette période-là, sur certains loci, aillent dans le même sens à une autre époque, on exclut le hasard, parce que le hasard, ici, ça devient négatif, ça devient positif, ça aille dans tous les autres sens. Donc, pour voir s'il y a eu un changement systématique, on étudie en fait les covariances entre les variations entre cette période-là et la période suivante. Et on fait ça dans tous les cas de figure. Okay. Donc, on compare cette période-là et cette période-là. Hein. Et puis, ben, voilà. Et donc, si on note, a priori, si rien ne se passe, ces covariances devraient être nulles. Dans un des cas, ça devrait être dans un sens, dans le cas, dans un autre sens. Ça devrait se compenser. Mais si ça va dans le même sens, c'est indicateur d'évolution. Et donc, les résultats, alors, je viens directement aux résultats. Si je compare ce qui s'est passé comme variation durant plutôt les périodes froides, je constate que dans les trois forêts, on constate des variations qui vont dans le même sens. Les covariances sont positives. Et en plus dans le même sens, et en plus dans les trois forêts. Okay. Et maintenant, je considère les périodes chaudes, les périodes plus récentes, ça va dans le même sens
dans deux forêts, et dans une forêt, ça a changé de direction. Ça veut dire que l'évolution entre cette période et l'autre période est allée dans une autre direction. Le génome a réorienté ces variations, les fréquences alléliques sont tout soudain allées dans une autre direction. Et si je regarde entre le froid et le chaud, carrément entre la période froide, petit âge glaciaire, et la période chaude, anthropocène, on est plutôt dans des variations négatives. Donc, on a changé d'orientation. L'évolution, les variations dans le génome sont allées dans un sens différent. Et alors, si vous comparez entre forêts différentes, vous montrez qu'en finalement, on a eu pratiquement la même réponse dans les différentes forêts, donc ça donne plus de validation, il y avait une répétabilité, une reproductibilité. On a comparé les mêmes époques, et on voit selon les mêmes couleurs que la plupart du temps, ça va dans le même sens, c'est toujours différent de zéro. Voilà, alors ça c'était pour les variations du génome. Donc ce qu'on voit dans le génome, c'est que ça va dans un sens quand il fait froid. Il a fait froid, par exemple, là, pendant la période, pendant 1 ou 2 siècles, c'est devenu chaud, c'est allé dans un autre sens. Puis, qu'est-ce qu'on note sur le phénotype? Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, on a étudié plein de caractères au stade jeune, forcément, hein, des caractères essentiellement liés à la croissance, liés à la phénologie. Il y a un certain nombre de caractères également liés à la morphologie des feuilles et des caractères physiologiques. Donc, on s'est posé des questions. Pareil, on a ces cohortes différentes. Est-ce que ça a changé d'une cohorte à une autre? Et en comparant par rapport au climat, ici vous avez l'évolution du climat qu'il y avait dans les différentes périodes au cours de ce suivi. Voilà les résultats. Ici, vous avez les caractères, toute la liste des caractères. Hein. Ceux qui sont marqués d'une étoile rouge sont ceux qui marquent, qui ont montré des différences significatives entre les corps. Et ici, vous avez finalement la corrélation de ces variations entre corps avec la température de l'époque, avec les variations de température de l'époque. Et on voit que pour les croissances, à la fois il y a une différence significative pour la hauteur et les diamètres, finalement les caractères de phénologie aussi, et significativement différent de zéro. Okay, et c'est également différent entre les différents corps. En plus, quand on regarde dans quel sens, on a regardé ici les deltas, donc les variations de croissance durant la période chaude, et ici durant la période froide, et on se rend compte que pendant la période chaude, ces variations de croissance, il y a une augmentation systématique dans les 3 forêts, et dans les périodes froides, il y avait eu plutôt décroissance. Donc là, encore une fois, ce qu'on met en évidence, là, c'est un changement de direction de l'évolution selon le climat en question. C'est un peu la même chose également, mais de manière moins prononcée pour les 2 caractères de phénologie, exprimés, montrés de la même manière par les variations au cours du temps. Donc là, en résumé, on a des changements évolutifs perceptibles au niveau du génome entier en période froide, on a des changements perceptibles en période chaude, et on a des changements de direction entre période froide et période chaude. Et puis en plus, souvent des changements parallèles entre les différentes formes. Donc tout cela met en évidence une évolution qui se fait finalement à des échelles de temps qui sont les nôtres. On est là pratiquement moins d'un siècle entre la période froide et la période chaude. Bon, alors le dernier point, donc c'est la dernière analyse, c'est celle qui consiste à suivre la même population d'une génération à la suivante. Toujours la même question, est-ce que je peux voir des changements génétiques et dans quel sens et à quelle vitesse entre ces 2 générations? Alors, le travail qu'on a effectué là, s'est effectué dans une forêt qui se trouve dans France, la forêt de la Petite Charny, et donc on avait la même parcelle. Ici, une photo prise en 89, c'était un peu purement mélangé, cécile pédonculée, et les arbres avaient à peu près une centaine d'années. Il y a eu une coupe d'ensemencement en 90. La coupe définitive a eu lieu en début 2000.
Et donc, ces arbres se sont reproduits entre eux et ont créé la nouvelle génération qui est ici, 20 ans après, en 2014. Vous retrouvez d'ailleurs une souche ici d'un arbre. Donc, on essaie de comparer ce qui s'est passé entre ici et ici. Alors, pour préciser un peu plus cette idée, vous avez ici une représentation de ce qu'était le peuplement en 89. Les points rouges, les triangles rouges correspondent aux chaînes sessiles adultes, les points verts aux chaînes pédonculées, et ici, donc, 20 ans après, c'est la régénération. Alors, c'est plus dense ici, forcément, parce qu'il y a plus d'individus, et on a fait un échantillon systématique, pratiquement de tous les 3-4 mètres, qui représentait de l'ordre de 2500 ans. Et donc, dans ce peuplement, on a reconstruit toutes les relations de parenté et génétique entre individus. On a fait une recherche de parenté, tandis que pour chaque petit descendant que l'on avait en 2014, on a essayé de trouver qui était son père et sa mère, son papa et sa maman. Donc, du coup, on a pu estimer, pour chaque arbre adulte, on a pu estimer le nombre de descendants survivants qu'il a produit et qui étaient encore là à 20 ans. Ça, c'est la vraie valeur de la fitness, de la valeur adaptative. La valeur adaptative, c'est quoi? D'un arbre, c'est le nombre d'individus viables qu'il produit à un certain âge de vie. Et donc, ça représente à la fois, donc ça intègre, cette fitness intègre à la fois la fécondité des parents, mais également la survie des descendants, donc l'impact de la sélection naturelle qui s'est traduit au stade jeune. Un exemple ici, vous voyez, ici, c'était un arbre adulte que j'ai marqué en rouge, ici, et la situation de tous ces descendants qu'on a identifiés par analyse génétique de parenté. Donc, il y en a qui sont très proches, qui sont donc issus de l'individu ici en tant que mère, c'est ses graines, et il y en a qui sont beaucoup plus loin, et c'est sans doute un descendant que cet individu a produit par pollen, en fécondant un ovule. Donc, vous avez tous les descendants. Et donc, on a pu comparer à partir de là ce qu'on appelle, oui, la fitness des parents, quoi. Est-ce que la valeur adaptative entre Pétréa et Robur était différente? Vous voyez qu'effectivement, elle était différente. Les sessiles produisent plus d'individus survivants à 20 ans à la naissance que les pédonculés. Et non seulement cela, quand on regarde la variance, notamment la variance génétique de la fitness, ce qui est vraiment le potentiel adaptatif, eh ben, elle est beaucoup plus importante pour le chêne sessile que chez le plein pédoncule. Et du coup, on a essayé de comparer ça aux valeurs qui sont publiées sur la variance génétique de la fitness chez d'autres espèces. C'est une méta-analyse qui avait été faite par un généticien des populations, Heinrich, et toutes les plantes. Vous avez ici la distribution, disons, de la variance génétique de la fitness. Et vous voyez où se trouve Pétréa, c'est dans les valeurs les plus larges, les plus importantes, alors que Robur n'est d'ailleurs pas significativement différent de 0. Le résultat, c'est que à la génération suivante, à la G2, le Pétréa, le rouge, a envahi le vert. Vous voyez, au départ, les deux espèces représentaient à peu près 50%. À la génération suivante, Pétréa représente 66% et Robur 33%. Donc là, clairement, on a mis en évidence des changements ici de nature démographique entre la G1, entre deux générations successives. Mais au-delà de ça, on a essayé également de voir s'il y avait des caractères qui changeaient. Alors là, on rentre plus dans le domaine de la génétique quantitative, théorique, donc je vais passer un peu plus vite parce que donc on a des méthodes qui permettent de savoir, de construire, d'estimer la valeur génétique de chaque individu. Donc, qu'est-ce que c'est la valeur génétique d'un individu? Imaginez, vous mesurez par exemple la hauteur. Si un arbre fait 15 mètres, avec les méthodes en question, on va pouvoir estimer que 10 mètres sont dus au gène. Et une méthode de génétique quantitative, et on va donc dire que la valeur génétique de cet individu est de 10. Donc on calcule pour tous les individus à la génération G1 et à la génération G2 ces valeurs génétiques, et on les compare. Et donc ça permet de voir s'il y a eu une variation ou pas. Alors pour faire ça, il faut que vous reconstruisez toute la génétique, toutes les filiations, non seulement des parents descendants qu'on a vus tout à l'heure, mais également des descendants entre eux et des parents entre eux. Parce que même les parents qui étaient adultes, là, qui avaient 100 ans,
certains étaient demi-cousins de longue date, etc. Et ça, vous ne le savez pas au début. Mais en ayant de très nombreux marqueurs, par exemple de l'ordre de 15 000 SNP, vous pouvez reconstruire tout l'apparentement à la génération précédente. On a donc tout l'apparentement de cette génération-là, on a tout l'apparentement ici, et on a l'apparentement parent-descendant. Toute cette génétique-là, et des associations et des relations, permettent de savoir si un caractère bouge de la génération G1 à la génération G2. Alors, qu'est-ce qui a bougé? Alors là, on s'est dit, on va mesurer le maximum. On va essayer de... donc, on a mis le paquet sur la croissance, la phénologie, les caractères physiologiques, les caractères de résilience. Qu'est-ce qu'on appelle des caractères de résilience? Parce que chaque arbre adulte, on l'avait sondé, on avait mesuré ses largeurs de cernes, et donc ça permet de voir celui qui variait beaucoup ses largeurs de cernes en fonction des années, disons sèches ou pas sèches. Ça permet de construire des indices de récupération, de résistance et de résilience. D'ailleurs, petite parenthèse, ces analyses-là avaient été faites ici à l'époque par Gérard Nepveu et son équipe qui avait travaillé sur ce sujet. Donc ça remonte 90, l'année 2000, donc des arbres par an. Hein. On a mesuré également la structure des bois, les caractères morphologiques des feuilles, et alors les métabolites secondaires également du bois, et qui sont présents dans le bois, qui peuvent être reliés finalement à la sensibilité à un certain nombre de maladies. Donc, question posée. Avec les méthodes de la génétique quantitative, en ayant mesuré ces caractères-là, qu'est-ce qui bouge de la génération G1 à la génération 2? Génétiquement, hein, c'est pas du... Là, c'est génétique. On sait... Et si c'est génétique, forcément, il y a évolution. Et bien, sur les 56 caractères que nous avons mesurés, il y en a 21 qui ont bougé. Qu'est-ce qui a bougé? Croissance. Et dans un sens, plus de croissance en G2 qu'en G1. Physiologie, teneur en carbone plus faible et des feuilles plus denses. Caractères morphologiques, on a mis en évidence des variations de caractères morphologiques, mais qui vont dans le sens de caractères plus diagnostiques de l'espèce. En fait, chez les chênes pédonculés, les caractères entre G1 et G2 allaient vers des caractères plus typiques de pédonculés, et chez Cécile, vers des caractères plus typiques de Cécile. Et surtout, la grande surprise, ça a été que les métabolites secondaires étaient finalement les caractères qui ont le plus bougé. Et ces métabolites secondaires sont a priori, donc, finalement, interviennent dans ces interactions biotiques entre insectes ou pathogènes, arbres et peut-être champignons, donc ces réactions de défense. Plus intéressant aussi, est-ce qu'il y a des caractères qui n'ont pas bougé? Ben oui, il y a des caractères qui n'ont pas bougé, phénologie, on n'a rien vu. Bon, cela dit, on se place ici, encore une fois, en 1990 ou 2000 et aujourd'hui. Donc, il n'y a peut-être pas eu suffisamment de variations. Les caractères physiologiques, ce qui est en relation avec le métabolisme de l'eau, la discrimination, on a mesuré la discrimination isotopique du carbone et de l'azote aussi. Rien. Les caractères de résilience, rien non plus. Et les caractères de structure, notamment densité des bois, on n'a pas non plus vu de différence entre G1 et G2. Donc, on peut conclure ici que même sur une échelle de temps, comme d'une génération à la suivante, on peut, parce que là, nos méthodes, ce n'est pas optimal, parce qu'il y a tellement de variations de milieu. En fait, ce qu'on a essayé de faire là, dans une population naturelle, c'est ce que les généticiens font dans des populations artificielles quand ils font de la sélection. On a essayé de reconstruire tous les apparentements, ce que généralement en sélection artificielle, on fait par croisement contrôlé. Nous, on a laissé faire la nature là et on a tout reconstitué pour voir génétiquement comment évolue le système. Donc, on va revenir aux questions, à nos questions de départ, pour essayer de répondre un peu de manière de synthèse. Donc, on avait 3 questions. Est-ce qu'il y a eu des changements génétiques à ces échelles de temps? Deuxième question, à quelle vitesse ça s'est passé? Troisième question, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme en cause qui peut expliquer ces changements? Je vais revenir sur les changements. D'abord, quel changement on a vu? On a vu, au niveau du génome, une trace au niveau du génome entier. Des petites variations sur un très grand nombre de cibles. En fait, on a une empreinte sur le génome entier. Je pense que j'ai une... Voilà, pour représenter cela, on a essayé de... J'en viens à mon indice de départ que j'ai montré pour
de corrélation entre variations à des époques différentes pour voir s'il y a eu évolution génétique ou pas. Et on a fait ça, du coup, pour le rendre compte ici, comme c'est distribué sur l'ensemble du génome, en découpant le génome sur des petites portions, et sur chaque portion, on a estimé ce paramètre. Donc, on avait vu qu'il y avait réponse positive, période, ça c'est pendant période 3. Donc, vous voyez qu'en moyenne, bien sûr, il y a des valeurs négatives, mais en moyenne, vous avez un excédent de valeurs positives qui indique bien sur l'ensemble du génome. Bien sûr, il y a certains endroits où vous avez une covariance plus élevée, un indice plus élevé, et quand vous regardez en détail, vous voyez des gènes qui sont positionnés là, qui sont impliqués dans des réponses au stress biotique et abiotique. Mais globalement, l'image, c'est celle de variations qui sont beaucoup positives, mais distribuées un peu sur l'ensemble du génome. Donc, et pour le phénomène, là, finalement, les résultats qu'on a observés, finalement, c'est sur des variations, mais qui sont sur des traits très intégrateurs. La croissance, hein, sur la partie depuis le petit âge glaciaire, la phénologie aussi sur la partie petit âge glaciaire, mais pas d'une génération à la suivante. Et puis, alors, ce qu'il faut dire, c'est que le sens de ces variations va dans le sens de ce qu'on observe aujourd'hui phénotypiquement. Vous savez que les arbres aujourd'hui poussent plus qu'ils ne poussaient avant. Et bien là, ce qu'on a montré, c'est que finalement, dans cette augmentation de croissance, il y a une part génétique. Génétiquement aussi, on constate que l'évolution a fait que les populations actuelles, génétiquement, ont des valeurs génétiques plus importantes que les populations précédentes. Et je dirais aussi qu'elles vont également dans le sens de ce qu'on a observé dans les tests de produits. Alors, une petite réflexion autour de ces changements évolutifs, hein, qui finalement, comme on dit, ça se passe au niveau du génome entier. Il y a quelques années, nous avions engagé un travail plus théorique autour de ça. Comment modéliser l'évolution et comment voir l'évolution peut se produire au niveau d'un génome quand il y a une pression sélective. Nous avions mis en évidence, dans 2 papiers d'ailleurs successifs, en faisant de la simulation, qu'effectivement, c'est finalement des petites variations sur l'ensemble du génome qui vont être responsables d'une variation phénotypique, essentiellement parce que, d'ailleurs, certains de ces marqueurs sont liés entre eux, et d'autre part, il y a des covariations entre effets alléliques. Si vous voulez, alors pour traduire ça de manière plus perceptible, on peut prendre l'image suivante. Imaginez que vous êtes responsable entraîneur d'une équipe d'athlétisme. Vous voulez sélectionner le meilleur coureur de 100 mètres. Bon, vous avez différents critères. Vous avez sa masse musculaire, vous avez son pouvoir cardiaque, sa capacité respiratoire. Enfin, vous pouvez imaginer que vous aviez plusieurs critères. Et donc, la question posée, comment je vais trouver le meilleur champion? Est-ce que je vais prendre celui qui a la plus grande masse musculaire, celui qui a le plus grand, je ne sais pas moi, capacité respiratoire? Là, ce que dit ici à la fois la théorie et ce qu'on a montré expérimentalement, c'est l'association un peu moyenne entre tous ces caractères qui va faire le champion. C'est-à-dire un peu de masse musculaire, un peu de pouvoir respiratoire, un peu de je sais pas, fonctionnement cardiaque, etc. L'association d'un tout petit niveau de l'ensemble, mais globalement bien réparti, permet finalement cette adaptation et de contribuer à une meilleure valeur adaptative. Alors là, c'est intéressant de voir que finalement, ce qu'on avait un peu par simulation travaillé dessus, 10 ans après, on arrive à obtenir des résultats expérimentaux qui vont dans ce sens. Et là, on avait montré à l'époque, d'ailleurs, la réponse, la rapidité de la réponse. On a imaginé qu'il y avait une pression de sélection à un moment donné, pendant une centaine de générations, et après, on a essayé de voir comment ces associations entre elles répondaient à la sélection. Et on avait montré, selon la pression de sélection, qu'il y avait sélection faible ou sélection très forte, hein, que la réaction pouvait être pratiquement quelques générations. Cette association, l'association est très rapide. Regarde une conférence. On va avoir une réponse immédiate à la sélection.
La sélection naturelle travaille sur ce qu'on appelle la diversité résidente. C'est directement sur la diversité des différents allèles qui sont présents dans la population que cette association va être construite. Donc ça, c'est une réflexion un peu sur les changements évolutifs, les changements génétiques qu'on a montrés. Maintenant, la réflexion sur les mécanismes. Qu'est-ce qu'on a mis en évidence comme mécanisme? Le premier, c'est cette interrogation adaptative. On a vu que dans l'adaptation, les échanges entre espèces pouvaient jouer. Et ça se fait, finalement, pour que ça se produise, il faut que vous ayez hybridation et rétrobroissement. C'est ce qui est représenté un peu ici. Imaginez le chêne sessile, le chêne pédonculé. Les couleurs indiquent finalement le génome. Vous avez une première hybridation qui finalement obtient un premier hybride qui est un peu, comme son nom l'indique, un mélange entre les deux. Vous avez une certaine partie du pédonculé qui reste. Si cette hybride se recroise avec le sessile, et on sait que chez les chênes, ces croisements sont asymétriques, à ce moment-là, vous avez progressivement restauré le sessile, sessile va se restaurer, mais il va garder une trace du pédonculé, il récupère les gènes du pédonculé. Et c'est ça, finalement, ce qui s'est passé, l'introgression adaptative. Et alors, une réflexion plus générale, on a essayé de voir, du coup, poser la question, vous avez 4 espèces. Qui donne des gènes à qui? Et qui en reçoit de qui? C'est une question importante, là. Notamment dans le contexte du changement climatique. On sait que certaines espèces sont mieux adaptées à la sécheresse que d'autres, mais est-ce qu'une autre espèce qui est moins bien adaptée, est-ce qu'elle reçoit des gènes de l'espèce qui est mieux adaptée? Donc vous avez ici ces chiffres qui sont donnés, donc c'est en termes de génome, de proportion de génome. Alors vous pouvez voir que si vous considérez le chêne sessile comme l'espèce qui reçoit, elle reçoit du pubescent que 2%. Mais le pubescent, lui, il reçoit 20% du sessile. Donc, ce n'est pas symétrique. Certaines espèces reçoivent plus que d'autres, que dans l'autre sens, quoi. Et chêne sessile pédonculé, le sessile reçoit 10% du robure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais le robure, il en reçoit beaucoup moins du sessile. Donc, l'introgression adaptative, elle se fait plutôt entre le robure qui donne et le sessile qui reçoit. Donc, ces chiffres-là sont intéressants à considérer, notamment dans le contexte. Cela dit, vous comprenez aisément que là, pour que ça se réalise, vous avez besoin de plusieurs générations pour que cette introgression soit effective. La régénération. Alors, quel est le deuxième mécanisme? On a vu introgression adaptative. Le deuxième mécanisme, bien sûr, c'est la régénération naturelle, la sélection naturelle lors de la régénération naturelle. Ce pouvoir énorme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes où vous avez autant de descendants au départ et une réduction aussi drastique due à la sélection par la suite. Donc ça crée forcément un shift génétique très important entre avant sélection et après sélection. Et cette efficacité-là de la régénération naturelle, elle est due à 2 choses. Cette intensité de sélection très élevée, c'est-à-dire les arbres qui sont sélectionnés par la sélection naturelle, se trouvent à l'extrémité de cette distribution. Imaginez que ce soit la distribution des semis au début. Si ceux qui sont sélectionnés sont très peu nombreux, vous êtes très loin dans cette distribution. Et si en plus, cette distribution est très étalée, si votre population est très polymorphe, c'est encore plus étendu. À ce moment-là, le delta sera d'autant plus important. Et c'est ce qui se réalise c'est ce qui se passe chez les arbres. Il y a une part, une intensité de sélection très élevée, et il y a d'autre part une diversité génétique très élevée. Alors, diversité génétique très élevée, forcément, et pour que vous ayez des changements génétiques d'une génération à la suivante, il faut que vous ayez un tri, une sélection quand même. Et donc, il y ait des individus qui soient éliminés. Alors, quelles sont les causes de ces éliminations? Alors là, on a recherché dans le cas des variations au cours de petit âge glaciaire jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme événement extrême, parce qu'on pense que les mortalités qui ont causé ces variations génétiques ne peuvent être induites que par des événements extrêmes. Et donc, on a essayé de voir le nombre d'hivers extrêmes par décennie entre 1670 et aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, là, en l'occurrence, on a utilisé des mesures instrumentales, donc des mesures objectives de température,
qui était disponible à l'Observatoire de Paris, et un hiver était considéré comme extrême si la température moyenne était inférieure à 2 degrés aux températures moyennes hivernales au cours du 19e siècle. C'est une étude qui avait été menée par des météorologistes et qu'on a utilisée telle quelle, et vous vous apercevez d'ailleurs que vous avez eu beaucoup plus d'hivers extrêmes par décennie avant 1850, et qu'après 1850, les choses sont nettement améliorées. Et bon, il y a là aussi des traces documentaires sur ces grands hivers qui ont eu lieu et vous avez des écrits historiques qui témoignent de mortalité qu'il y a eu sur ces arbres. Alors, le problème, c'est que ces écrits historiques sont souvent dispersés dans la littérature historique. J'en ai évoqué certains ici, notamment des registres paroissiaux de certains endroits. Ici, en 1709, vous voyez, de plus, les arbres noyers châtaigniers sont entièrement morts. On a vu qu'il y avait 300 ans par des troncs qui sont pourtant morts, etc. Des forêts entières de gros chênes où à peine on trouvait qu'ils eussent poussé. Enfin, vous voyez, et plus intéressant ici, un échelon plus global, qui permettra de reparler de Jean-Marc Liel, ici. Le Pays Beach, qui n'est pas tellement loin d'ici, a été rétrocédé à la France à l'issue de la guerre de 30 ans, à la fin du XVIIe siècle. À ce moment-là, le gouvernement français, parce que c'était à l'issue de la guerre de 30 ans, la région avait été très largement décimée, le gouvernement français a demandé à faire un inventaire des ressources naturelles qui existaient. Et ainsi a été créé un atlas topogéographique du comté du Beach. C'est un document remarquable où vous avez des descriptions, commune par commune, forêt par forêt, des ressources qu'il y avait et de l'état de ces ressources. Et vous avez des cartes associées. Alors, j'ai sorti la carte d'ailleurs des villages de Sourtes. J'ai eu le privilège d'habiter, enfin d'être originaire de cette région, pas tellement loin de là où habitait Jean-Marc, et je connais un peu cette région en particulier. Et récemment, il y a eu une publication d'Annick Schlitzer, que certains d'entre vous connaissent, qui travaille à l'Université de Beach, sur d'ailleurs l'interprétation de cet atlas. Et dans cette revue, elle parle, vous voyez, vous pouvez le lire, the dead material was mainly oak. For example, 46 oak high forests belonging to all categories were totally dead. Donc là, on est à l'issue de ces hivers extrêmes. Alors vous allez me dire, oui, alors ça peut être dû à autre chose, il y a eu la guerre de 30 ans, etc. Bien sûr, il y a du storytelling. Mais sur des époques plus récentes, j'ai essayé de voir, et quand est-ce qu'il y a eu donc époques plus récentes, le siècle dernier. Quand est-ce qu'il y a eu des événements extrêmes ici, par exemple, sécheresse? Il y a eu la sécheresse de 1921, alors dans les trois forêts. J'ai pu voir, là, dans les trois forêts qu'on a étudiées, Tronchet, Rénovadieu et Bercy. Question posée, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement extrême de sécheresse au siècle dernier? Et donc, les couleurs indiquent la forêt en question. Dans les trois forêts, donc Orange, c'est Rénovadieu, Bercy 1. Et donc, pareil, le nombre, on a essayé de chiffrer le nombre de sécheresses extrêmes par décennie au cours du siècle dernier. 1920, il y a eu, c'est notamment l'année 1921, alors, je crois que j'ai mis une diapo là-dessus, 1921 a été l'été le plus drastique depuis qu'on enregistre des températures. On vous a raconté cette année que c'était 2022, niet. Vous pouvez regarder cet article-là. Okay. Vous pouvez regarder cet article-là. Il vous dira, il a fait 42 degrés ici, le 28 juillet 1921. Regardez les températures qu'il y avait. Il y avait 42 degrés dans toute l'Europe centrale. Et donc, ça a été une sécheresse très longue qui a duré pratiquement sur une année entière. C'est très documenté. Il y a eu des articles, comme vous pouvez le voir, ça date de l'article ici, il est quoi? Et Climate Past dit 2026. Okay. Donc, 1921, il y a eu une sécheresse. 1930, pareil, il y a eu des sécheresses, et 1940 également. Et puis ici, 1976. Certains d'entre vous, les plus anciens, se souviendront de l'été 1976, qui a été tout. Ça, c'est des données objectives que vous pouvez trouver. J'ai utilisé, ceux qui sont intéressés par les sources, ben voilà, il y a une base de données internationale qui est disponible, qui vous donne des informations géolocalisées, des sécheresses et des événements extrêmes. Je me suis inspiré de ces deux. J'ai essayé de voir.
je fais la même interrogation bibliographique. Quand est-ce qu'il y a eu des dépérissements en France au siècle dernier? Donc des mortalités. C'est un papier qui a été fait par Claude Delatour. Les plus anciens ici se souviendront de Claude Delatour. Il a publié ça, je crois, en 89 ou je ne sais plus quand, 93. Dépérissement des chênes en Europe. Qu'est-ce qu'il note? Je fais le résumé. Les années 20, de 21 à 26, Sologne et Île-de-France, dépérissement de chênes. Les années 40, de 42 à 50. Là, on suit les années 30. C'est toujours décalé quelques années. Les années 80, certains d'entre vous se souviennent sans doute, Piémont pyrénéen. Donc, je reviens à mon changement génétique, bien sûr. Je ne peux pas avoir de preuves sûres, mais je pense que ces événements extrêmes ont causé des mortalités qui sont responsables des changements de fréquence allélique que j'ai évoqués précédemment et des changements de fréquence allélique systématiques. Alors après, bien sûr, vous pouvez avoir d'autres causes qui s'enchaînent sur les changements, sur les crises climatiques, comme les agents pathogènes, mais qui vont amplifier la réponse. Et donc, alors, ça c'était donc pour répondre sur, finalement, les mécanismes en cause. Donc, je pense que c'est la régénération naturelle et la sélection naturelle durant la régénération naturelle sous l'impact de ces événements extrêmes. La question de la vitesse, qui était essentielle, on a montré, donc j'ai essayé de représenter ici, pour certains caractères qu'on a étudiés, et la vitesse, nous avons clairement mis en évidence que ça allait dans un sens pendant le petit âge glaciaire, pendant la période froide, et ça a changé de direction. Si j'avais, donc c'est parce que j'ai pris ces échelles de temps-là. J'ai pris cette échelle de temps-là, celle-là, là, mes cohortes là, et ma cohorte là. Ça m'a permis de mettre ça en évidence. Si je n'avais pas fait cette échelle de temps, j'aurais une ligne droite. Si j'avais eu que finalement ce temps-là, ou ce temps-là, j'aurais une ligne droite et j'aurais répondu « Ah mais non, ça varie pas trop vite. » Je peux même me demander la question, si j'avais mis une échelle de temps ici, entre les deux, j'aurais peut-être même une chute plus rapide. Donc, rien qu'avec mon échelle de temps, finalement, qui correspond à celle qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est de l'ordre du siècle de quelques décennies, à cette échelle de temps, je peux mettre en évidence des variations génétiques, des variations de nature évolutive. Donc, ce qu'on appelle finalement cette variation, une sélection fluctuante selon le milieu, la pression du milieu, qui génère une évolution fluctuante, mais qui met en évidence qu'il y a une réponse rapide de cette population à ce changement environnemental. Donc, pour répondre, je reviens à ma métaphore de début, ma métaphore athlétique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a bien sûr, le chêne est en train de courir, il fait peu de foulée, mais par contre, à chaque génération, à cause de cette intensité de sélection importante et de cette diversité importante, il met une très longue foulée. Donc, cette très longue foulée est celle qui est responsable, finalement, globalement, de la vitesse de l'évolution. Conclusion, alors je reviens sur les trois points qui me semblent, les trois messages qui me semblent essentiels. Donc, on a une évolution discernable sur le génome entier ou sur des caractères très intégrateurs, à des échelles de temps qui nous préoccupent, donc contemporaines, clairement. On a des changements génétiques, donc des changements génétiques qui sous-tendent l'adaptation, qui sont finalement rapides par rapport à ce qu'on pensait initialement. Et puis, il y a surtout cette réorientation de l'évolution selon le contexte climatique. Et puis, si on prend cette conclusion à l'extrême, on peut se demander aujourd'hui, si on maintient des arbres trop vieux, ces arbres trop vieux, finalement, étaient sélectionnés à une période où il a fait beaucoup plus froid et sont beaucoup moins adaptés au changement climatique actuel. Donc, il faudrait faire tourner la machine adaptative beaucoup plus vite, réduire les générations. Bon, là, c'est un autre discours et je pense qu'il y aura un certain nombre d'obstacles psychologiques, peut-être, ou d'autres natures, qui limiteront ce style de raisonnement dans la gestion. Mais ce serait une conclusion littérale de ce style d'étude. Bon, voilà, je pense que j'en ai fini. Je suis désolé, ça a duré beaucoup de temps. Je voudrais remercier un grand nombre, surtout de notre unité, mais
également de l'Université d'Uppsala, de l'Office national des forêts qui nous a aidés, bien sûr, pour tout le travail sur le terrain, et du Génoscope qui a fait tout le travail de séquençage. Et je voudrais dire aussi que l'ensemble de ces résultats, la très grande partie, a été obtenue dans le cadre d'un projet ERC qui s'appelait TRIPIS, avec un soutien également financier de France Génomique et un appui en nature, je dirais, de l'Office national des forêts. On a un site internet sur ce projet. Malheureusement, il a été piraté, le site TRIPIS, et donc vous ne retrouverez aujourd'hui que toutes les publications. Il y a une vingtaine, je crois, 20 ou 30 de publications aujourd'hui sur le sujet. Puis j'ai sur ma page personnelle, j'ai un certain nombre également de résultats et d'observations qui font référence à ces travaux. Voilà, désolé pour la longueur de l'exposé, mais je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Merci beaucoup.